and trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Salut tout le monde, bienvenue au 4e épisode de la saison de Processus. Martin Thériault est de retour, Marco D'Amico également en studio. Ici Anthony Marcotte, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Peu importe où vous écoutez le podcast, via YouTube ou toutes les plateformes audio de la commission athlétique. À nouveau, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça va super bien, Tony. Puis honnêtement, mon objectif ce matin, j'ai regardé tes photos aux pommes. Je sais que t'aimes pas ça. On va changer d'idée, on va parler d'hockey un peu, mon Tony. Là, ça va me donner le sourire facilement, Marty. Il y a des pommes? Moi, j'étais allé cueillir des pommes avec mes enfants hier. Moi aussi. Ah ouais? J'étais dans le coin de Sherbrooke. Ah, OK, t'es pas tout à fait dans le même coin. Non, mais chaque année, c'est comme un running gag. Je prends des photos comme quoi que je m'emmerde aux pommes, alors que je le fais surtout pour mes enfants. C'est pas mon activité préférée, là, effectivement. Moi non plus. Mais mes enfants apprécient beaucoup. Puis il faisait tellement beau en plus en fin de semaine. On a l'impression là, de préparer un repêchage, ou à tout le moins les joueurs autonomes, tellement qu'il fait beau. Et non, au contraire, on se prépare à sauter dans le train d'une autre saison qui commence... ce soir, pour ceux là, qui vont écouter le podcast, là, c'est l'ouverture de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Puis juste avant d'embarquer dans nos sujets, parce qu'on en a beaucoup là, aujourd'hui, on va vraiment faire un survol des espoirs du Canadien qui s'illustrent, notamment au niveau collégial américain. Ça a commencé en fin de semaine et certains d'entre eux, dont Michael Age, ont été particulièrement solides. Vous êtes bien accompagnés, les gars, là, parce qu'en arrière de vous autres, il y a un beau chandail accroché de Lane Hudson et le numéro 48, chandail autographié, qui est une gracieuseté de Player X. On vous parle justement de cette promotion depuis le début du podcast. Chez Player X, on vous rappelle qu'on retrouve des pièces de collection authentique de joueurs comme Demidov, Hudson, Stützle, Crosby, McDavid et plusieurs autres vedettes de la Ligue nationale. Jersey, rondelles et photos signées et certifiées vous attendent sur playerx.ca. Et grâce à Player X, on vous gâte parmi nos abonnés YouTube. On a fait finalement notre tirage de ce chandail des Canadiens autographié par Lane Hudson lui-même. Et le gagnant, roulement de tambour, Alexandre Timmins est notre gagnant. Alors, félicitations, Alexandre. Merci d'avoir embarqué avec nous autres sur notre compte YouTube, notamment, pour nous suivre. On te remercie. C'est toi le gagnant du chandail de Lane Hudson. C'est pas tout. Nos membres Patreon qui reçoivent aussi un code promo exclusif PlayerX. Alors, vous invite à nouveau à nous rejoindre via Processus sur YouTube, notre Patreon, et profiter de ces avantages en collaboration avec PlayerX. D'ailleurs, pour le Patreon, on garde ça actif avec des capsules exclusives à toutes les semaines et on aura à nouveau notre Q&A à la fin de notre podcast. On enregistre ça et un petit peu plus tard cette semaine, vous aurez accès à ce Q&A via notre Patreon. D'ailleurs, parlant de Lane Hudson, mon cher Marco, je sais que tu grattes beaucoup pour avoir de l'information en lien avec son prochain contrat. Pourquoi le dossier est encore en vie, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a des signatures à travers la Ligue nationale. On a vu, entre autres, la signature de Luke Hughes vers la fin de la dernière semaine. Mm-hmm. C'est réglé, un contrat de 9 millions annuellement pour Luke Hughes avec les Devils du New Jersey. Jackson Lacombe a signé également avec les Ducks d'Anaheim. Beaucoup d'argent a été dépensé. Il arrive quoi avec Lane Hudson en date d'aujourd'hui? C'était une bonne semaine la semaine passée pour Pat Brisson, puis c'est... 2 contrats de 9 millions pour 2 jeunes défenseurs. C'était vraiment bien fait. Puis ils ont sauté le marché, puis c'est vraiment ça qui s'est produit. Donc, le clan de Lane Hudson cherchait toujours un chiffre dans les 9. Ça, on l'entend dans les échos depuis cet été. Ça cherchait toujours du 9. Le Canadien préférait du 8,5 environ. Puis là, avec les contrats qu'on vient de voir, la signature de Kaprizov... Mettons que les choses avancent un peu plus. Le Canadien se sont avancés plus dans le début des 9 millions. Le clan le clan Hudson plus dans les alentours du 9,5 et ça. Mais on parle vraiment d'une différence d'une couple de centaines de mille. C'est vraiment la structure du contrat en ce moment qui fait en sorte que les choses sont, disons, pas encore terminées, mais sont proches. Puis on le dit depuis, je dirais, 3 ou 4 jours, là, c'est first and goal en ce moment pour les maniaques de football. Ils sont vraiment à la ligne de jeu.
puis le touchdown est juste là. Ils sont pas autant loin, mais ça va prendre quelque chose pour qu'un de ces deux clans s'avance avec une solution pour que ça se signe. Puis je crois, écoute, on a vu cette situation l'année passée avec Jake Evans. Jake Evans, lui, son clan cherchait 4x4. Toutes ses valises étaient faites pour Montréal. Tout était fait pour qu'il soit prêt pour déménager. Lui, il s'attendait à déménager et finalement, il a juste fait « Écoute, je suis tanné. » Il a appelé son agent puis il a dit « Écoute, c'est quoi leur offre finale? Signe. Moi, je veux rester ici. Ça vaut pas la peine de gagner 1 million de plus puis aller dans une place où ça marchera peut-être pas puis je vais être misérable. » Fait que c'est Jake Evans qui a fait le call. Mais là, je m'attends à ce que Lane Hudson, qui lui veut absolument que ça soit fini avant le début de la saison, est-ce qu'il lui va s'introduire dans cette conversation-là pour dire écoute, là, 9.5. Déjà que les partisans, je pense, vont célébrer dans les rues quasiment que c'est en dessous de 10 millions. Là. Vu les contrats qui ont été signés. Ouais. Je pense que ça soit 9.5, c'est une aubaine au long terme. Vu que ça débute seulement l'année prochaine. La façon qu'on voit Lane Hudson jouer en ce moment, je m'attends à une saison de 70 points ou plus, la façon qu'il joue. Donc, s'il se tape 70 points, là, il va être avec les contrats qu'ils vont se donner. Parce que là, on a aussi vu Logan Cooley a refusé quasiment 8 x 10. Il a refusé quasiment 10 millions de dollars sur 8 ans avec Utah. Puis qui, notons, Utah est un État sans taxes. Ouais. Puis moi, en tout cas, je trouve, même s'ils évoluent à des positions différentes, je trouve que la comparaison avec Cooley et Hudson se ressemble parce que les deux, l'an passé, ça a été une émergence au niveau production offensive. On se base beaucoup là-dessus et aussi la projection dans l'avenir. Mm-hmm. C'est embêtant présentement parce que là, on cherche à établir un nouveau marché. L'augmentation du plafond salarial, ben on le voit bien là, dans la signature des contrats, c'est en augmentation marquée. Ouais. Sur quel pied danser? Là, l'agent ne voudra pas signer à rabais et l'équipe, en même temps, ne voudra pas surpayer non plus. Ouais, mais et là, vraiment, c'est là où on a sorti un article, c'est RG Média, durant la fin de semaine ou juste avant la fin de semaine, qui discutait des différentes tactiques que le Canadien utilisait. Parce que, oui, les taxes au Canada sont plus chères, mais il y a certains mécanismes que le Canadien peut utiliser pour donner un salaire similaire, mais que Lane Hudson ressort avec plus d'argent qu'un Luke Hughes et certainement un Jackson Lacombe qui, lui travaille en Californie avec le fameux Jock Tax. Donc, lui, le contrat de Jackson Lacombe, par exemple, c'est 9 millions de dollars en salaire pur. 53 % de taxes. Puis, il n'y a pas de mécanisme. Tandis que Lane Hudson étant américain qui signe un contrat au Canada, il y a plusieurs options qu'il peut utiliser. Encore pour la prochaine année, jusqu'au 16 septembre 2026. Je suis encore ici. Ce serait pas le même salaire en 2016. C'est ça, en 2026. Tu peux avoir des bonus de signature qui englobent la grande majorité de ton salaire. À partir du 16 septembre 2026, c'est un maximum de 60 %. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'un bonus de signature pour un joueur américain basé au Canada se fait taxer seulement à 15 % ici. Et une fois que c'est rendu, il reprend son argent pour l'apporter aux États-Unis. Il ne paye pas les taxes normales aux États-Unis. Il se fait même donner un crédit de taxes d'autrie, de foreign tax credit, comme on dit en anglais, qui fait en sorte que son taux de taxe, à place de payer 53 % comme tu le ferais au Québec, est plutôt 37 %. Donc, tu sauves 16 % de ton salaire. 16 % de ton salaire c'est quand même... à 9 millions de dollars. Je m'excuse, mesdames et messieurs, mais ça fait 1,5 million. Exactement. Sur 8 ans, on parle de 12 millions, ce qui serait 16 % quasiment de la valeur de son contrat en valeur totale. Donc, il gagne, disons, l'équivalent sur un contrat de 9 millions, quasiment 10 millions et demi, comparé à un gars comme Jackson Lacombe. Donc, c'est là où il y a l'avantage. Il y a aussi le régime de retraite canadien qui te permet de différer 50 % de ton salaire dans un trust, où ce que tu peux le mettre de côté, tu fais seulement taxer 53 % sur ton 50 % de ton salaire. Ce trust-là, tu continues à mettre l'argent dedans jusqu'à la fin de ton contrat et à ce moment-là, tu peux le retirer et les taxes seraient moindres sur ce montant-là. Ça serait l'équivalent de payer le même chiffre de taxes qu'un gars en Floride. Et c'est là l'avantage où ce que le Canadien essaie de chiffrer ça et aussi l'argent différé.
L'argent différé, c'est payé à la fin du contrat. On l'a vu avec Shohei Ohtani dans la MLB. Ouais. Les Kings l'ont fait aussi avec certains joueurs. Si je me trompe, Jacob Slavin l'a fait aussi. Donc, si tu regardes ça, au moment où vous allez regarder cette vidéo-là, cette option d'argent différé serait plus accessible. Le Canadien a essayé d'utiliser ces 3 moyens-là pour réduire l'impact du cap salarial sur le contrat de Lane Hutson, mais en lui faisant avoir plus d'argent. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un contrat de 10 millions de dollars, mais bel et bien un contrat qui va être dans les 9. Et maintenant, c'est un tug of war, comme on dit. Là, ils se parlent, puis c'est des négociations féroces. Mais moi, ce qui m'interpelle, excuse-moi de te couper un peu, Marco, là, mais tu me disais tantôt, Hudson ne veut pas négocier quand la saison va avoir commencé. Donc, on approche vraiment... C'est l'inverse. Il veut que ça soit fini avant que la saison débute. Exact. C'est pas qu'il veut pas négocier, il aimerait juste que ça soit fini. Que ce soit réglé avec sa commande. Puis pas avoir à se tracasser avec ça. C'est ça. Ouais. Et le Canadien... Eux autres, on connaît tous Kent Hughes, le fin négociateur. On a vu le contrat qu'il a fait signer à Caden Gooley à 5,5 millions, qui est déjà un vol. Il finit toujours par avoir ce qu'il veut en tant que tel. Puis le fait qu'on ne parle pas de 10 dans le cas de Lane Hutson démontre déjà la capacité de négocier, parce que Cortex... On connaît, là, ils ont beaucoup de gros clients. Là. Darren Ferris, c'est l'agent à Mitch Marner. Mitch Marner a eu des gros contrats dans sa carrière, spécialement directement après son contrat d'entrée. On se souvient tous de son 10 millions, lui, qu'il a eu. T'sais. Fait pour moi, c'est la pression en ce moment qu'on entend est mise sur le Canadien de Montréal de l'agent, parce que le Canadien de Montréal, puis de l'agence, je dis pas juste l'agent, parce que l'argent différé, ça termine au moment où ce qu'on enregistre aujourd'hui. Là, le 7 octobre, c'est fini. Fait que si le Canadien inclut ceci dans le contrat, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de pression. Puis Elliot Friedman a comparé ça un peu à la situation de Kaprizov, pas dans le contexte que le Canadien va devoir surpayer, mais qu'il y a eu des offres finaux qui ont été faites, ils ne s'entendent pas, ils se sont éloignés de la table, puis là, il y a quelqu'un qui a besoin de retourner à la table pour juste pousser l'offre un peu, puis je pense qu'ils vont pouvoir se rencontrer un peu dans le milieu ou proche de là. Si on a vu un rapport de Darren Dreger qui est sorti hier qui disait que 9,5, c'est le minimum pour le contrat de Lane Hutson. Parce que ça vient de l'agence. Tandis que les Canadiens sont plus vers le 9. Ouais. Donc, écoute, pour les partisans du Canadien, moi, j'aurais pas peur en tant que tel, mais ce que je dirais, c'est que si un contrat de Lane Hutson se signe entre 9 et 9,5 millions, ça va être une aubaine au moment que le contrat débute anyway, parce que, comme on a parlé, Logan Cooley lui-même a refusé quasiment 10 millions sur 8 ans. Donc, les contrats risquent d'être encore plus dispendieux l'été prochain. Le Canadien y est conscient. On verra que ça donne. Est-ce que vous attendez, messieurs, une tendance où ce que les jeunes vont signer pour pas mal plus d'argent plus vite? Marty, j'ai trop parlé à date. Peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il y a certains quand même joueurs qui risquent d'attendre peut-être un petit peu. Tu sais, à un moment donné, justement, tu vois que le plafond augmente. Ben, tu sais, si tu veux prendre un contrat à long terme et que tu penses que tu peux faire vraiment, vraiment mieux, on parlait de Logan Cooley, par exemple. Si Logan Cooley, et je le pense, j'ai toujours adoré Cooley, c'était le premier dans ma liste en 2022, donc je l'adore. Si tu penses que vraiment Cooley peut monter son niveau, son jeu d'un cran, puis là, tu dis, bon, ben, finalement, c'est au lieu d'être un joueur de 65 points, c'est un joueur de 85, 90 points. Ben là, ça devient plus intéressant d'aller chercher de l'argent un peu plus tard. Ou si tu es d'un autre joueur, d'aller chercher peut-être un... Là, je vais vraiment, si tu veux aller chercher le maximum de ton salaire, tu vas chercher 3 ou 4 ans, mais tu demeures joueur autonome avec compensation. Ouais. Puis là, ben, par la suite, tu t'en vas rechercher un autre gros contrat, mais dans 4 ans, avec le plafond qui a augmenté, je pense que ça peut être des façons de voir. Donc, c'est intéressant de voir. Puis les agents utilisent ça contre les DG en ce moment. Donc, les DG, exemple, Kent Hughes, lui, il adore les contrats de 8 ans. Je pense que la seule exception qu'il a faite, c'était avec Caden Gooley. On donnait 6 ans à cause que... Historique de blessure. Exactement. Donc, dans le cas de Hudson, le joueur aimerait 8 ans aussi. Je pense que tout le monde est d'accord sur le 8 ans. Là, c'est une question du comment. Et le problème là-dedans, c'est que, premièrement, le 8 ans, l'association des joueurs de la Ligue nationale, ouvertement, est contre l'idée de signer des contrats de 8 ans. Ils sont en train de conseiller leurs joueurs de ne pas signer des contrats de 8 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé pour enlever la 8e année de la convention collective qui débutera à la prochaine année à partir du 16 septembre. Ouais. Donc,
c'est une des raisons pourquoi les agents vont utiliser la 8e année pour essayer vraiment de pousser la valeur annuelle en moyenne plus haut. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu as vu un joueur comme Luke Hughes signer juste pour 7. Parce que vous ne voulez pas savoir qu'est-ce qu'il demandait pour la 8e année. Donc, il faut prendre en considération cette 8e année-là va toujours être une année où ce que le joueur aurait pu être un agent libre sans compensation. Ça vaut de l'or. Puis vous voulez savoir comment que ça vaut de l'or? Regardez le contrat de Jackson Lacombe. 6 années sur 8, il aurait pu être un agent libre sans restriction. C'est pour ça qu'il gagne 9 millions, même si la grande majorité des partisans ne sont pas nécessairement familiers sur le niveau élite de son jeu qui est démontré l'année passée. Donc, c'est là la différence. Mais tu regardes un joueur comme Lane Hutson, si tu ajoutes la 8e année puis tu le mets à côté de Luke Hughes, va falloir bouger quelque part. Puis c'est pour ça que le Canadien essaie d'instaurer... Tu sais, les partisans vont être nerveux, je comprends, mais le Canadien essaie d'instaurer une culture de le prochain prend toujours moins pour le prochain qui va négocier. Le prochain, après Lane Hutson, c'est Ivan Demidov. Exactement. Donc, tu peux voir qu'est-ce que le Canadien essaie de faire. Cole Caulfield l'a fait avec Nick Suzuki, Slavkovski l'a fait avec Suzuki Caulfield. Noah Dobson a pris moins pour venir à Montréal. Il demandait 10-11 millions aux Islanders de New York. Il en a pris 9,5 à Montréal. D'ailleurs, pourquoi? Parce que le début de son contrat, les 3 premières années, très bas en termes de salaire, 15 millions de bonus de signature. Un gars qui était naturalisé aux États-Unis, donc un domicile aux États. Qu'est-ce qui arrive? Il paye moins de taxes. Il a pris 9,5 à la place de payer 10 ou 11 dans l'État de New York, où là-bas aussi, c'est 52 %. Tu fais beaucoup parler des chiffres, mais c'est très intéressant, cette perspective-là qui nous permet de mieux comprendre pourquoi on donne tant à un tel, puis pourquoi un tel prend moins, mais des fois... C'est une des raisons pourquoi le monde va dire Hudson en vaut 11-12 sur le marché en tant qu'agent libre, peut-être. Mais il y a tellement de situations. Il n'est pas éligible pour les offres hostiles. Il n'est pas éligible pour l'arbitrage. Il y a une saison de jouer. Il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui, même si... son meilleur point de leverage, c'est un joueur élite. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est une des raisons pourquoi je crois qu'une fois ce contrat signé, ça restera quand même une aubaine au moment de la signature. Mais pour moi, tout fait du sens dans tout ce que tu viens de raconter. Au niveau de la continuité dans les salaires, c'est normal que le plafond de Suzuki allait éventuellement être défoncé. Oh ouais, ben oui. Mais défoncé jusqu'à quel point? Mais regarde le contexte de quand Suzuki a signé. C'est pas la même réalité. Suzuki aujourd'hui, oui. Mais rappelons-nous quand Suzuki a signé son contrat, même il y avait un article de l'Athletic qui disait que c'était un des pires contrats de la Ligue nationale. Tu te souviens? Parce que, pourquoi Marc Bergevin, quand il a signé ça, sa vision, c'était qu'est-ce que Suzuki allait devenir, pas qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais là, Lane Hutson a gagné le Calder, a battu des records. Ouais. Ça vaut de l'argent, ça. Si ça continue à augmenter, mais là, écoute, de 66 points, si tu augmentes ça, t'es dans la range de 70. Là, on commence à parler d'un joueur top 5 en termes de défenseur offensif. Mais là, on habite dans un monde où ce que Charlie McAvoy, Adam Fox, que je compare le plus à Lane Hutson, gagnent du 9,5 millions, mais ils ont signé ça il y a 3-4 ans. Donc, selon moi, ça serait déjà une aubaine. Donc, pour moi, pas de stress là-dessus. Oui, vous allez voir des choses passer, mais c'est juste des chiffres. Je m'attends à ce que ce soit... si ça se signe dans les prochains jours, semaines, ça risque d'être une aubaine dès la saison prochaine. On va plonger dans le camp du Canadien assez brièvement parce que des décisions ont été prises dimanche en vue de la saison. On a vu comment le camp a évolué, messieurs. Et clairement, Martin Saint-Louis avait Oliver Kapanen dans sa soupe. Et ce, dès le départ, il faut dire aussi, le jeune a bien répondu. C'est lui qu'on décide d'amener pour amorcer la saison, Marty. Ouais, ben, je pense que la clé avec Oliver Kapanen, premièrement, il l'a bien mérité. Je veux dire, il était bon du début jusqu'à la fin. Ça, je pense que c'est important de mentionner. Souviens-toi, l'an dernier, il avait connu un excellent match au départ. Puis lorsqu'on s'était arrivé vers la fin du camp d'entraînement, il avait commencé à montrer des problèmes au niveau physique qui étaient pas mal plus invisibles. Puis ça a fait en sorte que oui, il s'est déniché quelques matchs à Montréal pour commencer la saison, mais on l'a renvoyé immédiatement en Suède parce que clairement, il était pas prêt. La hausse de la coche d'exécution et tout, il était pas capable de la faire durer. Mais au-delà de ça, je dirais que parmi tous ceux qui se battaient pour un poste avec les Canadiens de Montréal, je pense que la chose qui était importante avec Oliver Kapanen, c'est
est-ce que tu es capable, on s'entend que Kirby Dach est le deuxième joueur de centre jusqu'à preuve du contraire, mais si ça fonctionne moins bien, si tu veux commencer à jongler un peu avec tes trios, tu as trouvé une option peut-être un peu plus offensive, je pense que c'est là qu'Oliver Kapanen a gagné beaucoup dans ce camp-là. Premièrement, en se collant à côté d'un Ivan Demidov, en étant l'un des joueurs qui a eu la meilleure chimie avec lui. Et je te dis où il s'est rendu efficace, c'est d'aller supporter Ivan Demidov. Tu sais, Demidov, je trouvais que par moment, lorsqu'il n'était pas avec Kapanen, il était un peu trop au sol. Il se retrouvait souvent à 1 contre 1 le long de la rampe. Il perdait la rondelle parce qu'il n'y avait pas d'option. Il pouvait beau tenter toutes sortes de choses et c'est un passeur, Ivan Demidov. Il tente continuellement des jeux, peut-être même un peu trop. Et là, perdait la rondelle. Au moins, Kapanen en était un peu plus près, en offrant un support de rondelle, en étant très bon au centre, vraiment de prendre le centre, vraiment aller appuyer ses ailiers. Je pense que c'est là-dessus qu'il a vraiment été utile. Et ben, je pense que ça a aidé un peu tout le monde. Donc, tu sais, chapeau vraiment à Kapanen là-dessus. Là. Ouais, écoute, moi, je pense que Kapanen a bien fait. Je pense qu'il s'est amélioré de match en match. Je pense que le dernier match que je jouais, il a vraiment scellé le tout. Une bonne chimie avec Ivan Demidov. C'est certain que Oliver Kapanen, c'est un de ses rares centres qui est plus un marqueur de but qu'un passeur. Donc, ça l'aide beaucoup dans ce contexte-ci parce que, comme Marty vient d'expliquer, Ivan Demidov, pas mal un fabricant de jeu avant tout. D'ailleurs, j'aimerais le voir améliorer son tir sur réception. Je trouve que son tir de réception est toujours bas. S'il va jouer le cercle droit sur l'avantage numérique, il a besoin d'élever un peu cette rondelle-là pour que ça puisse commencer à rentrer parce que à date, ça pogne toujours la patte du gardien. Il y a eu 3 ou 4 bonnes opportunités durant le camp d'entraînement. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aime la chimie avec un gars comme Oliver Kapanen, parce que si, exemple, Demidov n'est pas dans une bonne position pour prendre le tir sur réception, il y a toujours la passe dans l'enclave qu'il est capable de faire avec précision. Et Oliver Kapanen, lui, a vraiment peaufiné cet aspect-là de son jeu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a marqué son but à Québec quand ils ont joué contre les Sénateurs d'Ottawa. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Je trouve aussi qu'ayant un gars comme Alex Newhook sur ce trio-là, que je trouve... Alex Newhook, pour moi, a eu un camp très respectable. Même si c'est un gars subtil. Si tu regardes la feuille de match après des matchs, il a eu ses points, il a fait ce qu'il avait à faire, il a joué en désavantage numérique. Je pense qu'il a été un très bon complément pour ce trio-là aussi. Donc, pour moi, j'ai vraiment aimé les 3 joueurs ensemble. Une bonne vitesse, bon talent. Kapanen et Newhook s'occupaient aussi du côté défensif. Donc, pour moi, je pense que ils l'ont donné l'opportunité, mais c'est la chimie qui a vraiment signé sa place dans l'équipe. Donc là, on est en train de vraiment cheminer vers un trio où on aura Kirby Dach avec Zachary Bolduc et Patrick Laine. Ça, c'est un trio dont tu avais parlé, Marco. On voit Patrick Laine à matin, pendant qu'on se parle, encore sur le 4e trio. OK, donc on regarde Gallagher avec Dach. Je pense qu'on lance un message. Oui, possiblement, parce que ça a fonctionné à Québec, ce trio-là. Oui, puis aussi, il faut dire, le Canadien débute les 3 premiers matchs sur la route. Donc, exact. Dernier changement, est-ce que tu veux que ton deuxième trio soit le point, le weakest link, comme on dit, là, si tu veux pas vraiment... Fait, je comprends la stratégie. Est-ce que ça va rester comme ça? On sait pas. Donc, OK, Laine avec Evans et Anderson sur le 4e trio. Exact. Et Veleno, le 13e attaquant. Exact. Qu'on garde un jeune, en fait, ça devrait être 2, parce que Demidov a toujours été un incontournable qu'il allait faire l'équipe. Qu'on en garde seulement 2, c'est plus ou moins étonnant. Beck et Xhekaj, quand même, ont gagné des points. Ouais. Commence à Laval. Ouais. Je pense que ça va de sens. Quelle est ton évaluation de leur travail au camp, Marty? Ben, t'as pas le choix d'être satisfait à quelque part. T'sais. Je pense que dans le cas d'Owen Beck, on parlait de la chaise avec Oliver Kapanen. Je pense que le problème un petit peu d'un gars comme Owen Beck, c'est que si tu regardais les 4e trios, là, je sais qu'il y a des changements, que là, Patrick Laine se retrouve sur le 4e trio. Mais là, de dire, est-ce que tu veux placer Owen Beck devant un Brendan Gallagher, un Josh Anderson, un Jake Evans? C'est impossible. Il a été très bon. Il a amené beaucoup d'intensité. Moi, j'ai aimé son talent, surtout en échec avant. Là, tu vois qu'il a ajouté une coche au niveau vitesse. Il est plus fort physiquement, ce qui est normal. Je veux dire, c'est dans son cheminement de jeune joueur. Et je pense que ça a été plus efficace. Là, en même temps, quand on parlait là où Kapanen a réussi et là où Beck a un peu plus échoué, c'est le côté offensif. Chaque fois qu'il a eu des chances, et Dieu sait qu'il en a eu, Owen Beck, dans ce camp d'entraînement-là. Des tirs qui passaient 10 pieds par-dessus le filet, des passes qui étaient un peu complètement ratées. Écoute, le match de
de samedi contre les Sénateurs, à un moment donné, en avantage numérique, travaille avec la rondelle, il n'y a pas vraiment de pression, tente une passe à la pointe complètement ratée. Ouais. Toutes les petites séquences offensives sont un peu compliquées, ce qui fait en sorte qu'Owen Beck se destine à être au maximum un gars de 3e, mais peut-être plus un gars de 4e trio. Et tu regardes en ce moment, il n'y a tout simplement pas de chaise. Je pense que c'est bon pour lui de retourner à Laval, d'avoir un rôle important, de progresser encore plus que l'an dernier. Tu sais, souviens-toi, t'es mieux placé pour me le dire, Anthony. A été tout feu, tout flamme au début de la saison. A été correct sans plus. C'est comme s'il avait un peu stagné vers la fin de la campagne. Donc, de simplement essayer d'amener un petit peu son espèce... de monter son jeu un peu d'un cran. Là. Moi, je pense que son jeu a commencé à stagner quand il a reçu le rappel au Canadien de Montréal. Et après ça, quand il est revenu, on dirait qu'il a manqué de momentum. C'est pour ça que j'ai su que le Canadien aimerait voir Beck retourner à Laval, juste pour continuer à peaufiner son jeu offensif, parce que défensivement, c'est un joueur de la Ligue nationale. Ouais. Défensivement. Mais... Comme je le dis, puis on va s'attarder sur le cas de Xhekaj aussi, là. Est-ce que tu veux juste ça pour lui? Tu as dépensé un choix de 33e au total pour lui. Tu t'attends à plus que juste un joueur de 4e trio. Donc, c'est là où le Canadien se dit vaut mieux le mettre dans une situation de top 6 à Laval. D'un coup, qui connaît un début de saison fracassant, devient une option d'échange si jamais on n'a pas ce rôle-là à offrir dans la Ligue nationale à moyen terme. Il l'était déjà cet été. Dans les discussions de Dobson, son nom est sorti. Ils ont préféré Emil Heinemann à New York parce qu'ils voulaient un joueur qui pourrait les aider à recréer la fameuse identity line dans le temps là, avec Clutterbuck, Martin et Cizikas. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont jetés sur Heinemann, qui a très bien fait d'ailleurs au camp d'entraînement des Islanders. Il est capable de jouer là, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute dans mon esprit. 100%. Le plafond, je pense que c'est ce qu'on a vu l'an passé. C'est ça, 3e trio. C'est ça. Mais c'est quand même un bon joueur de 3e trio avec 2 choix de première ronde. Il voulait un gars de la Ligue nationale maintenant dans la transaction, ce qui fait bien du sens. Puis c'est pas un désaveu envers Beck, qui, je pense, va en devenir un aussi. Exactement. Il reste à voir quel rôle il va être capable de remplir. Exactement. Puis ça m'apporte au point de Florian Xhekaj. Je pense que tout le monde aime le jeu physique de Xhekaj. Je pense que tout le monde a encore sur le cœur les séries de l'année passée aussi, le fait que le Canadien doit se grossir à un certain moment. Puis je suis d'accord. Mais le Canadien ont repêché des gros bonhommes, pas pour les rentrer dans l'alignement le plus vite possible, mais s'assurer que quand ils rentrent dans l'alignement, ils vont jamais ressortir. Et je pense que c'est le cas dans un gars comme Florian Xhekaj. Oui, il pourrait jouer sur un 4e trio maintenant, mais est-ce que tu veux le garder comme 13e attaquant? Ou est-ce que tu veux qu'il joue une 17-18 minutes à Laval en avantage numérique, ce qu'il n'a pas fait beaucoup l'année passée, dans une situation offensive avec des joueurs top 6? Je pense que c'est là que tu veux commencer à développer son talent offensif parce qu'il faut aussi prendre en considération, dans le cas de Xhekaj, il a joué un gros total de 3 saisons entre le junior et la Ligue américaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de millage aussi. Là. D'habitude, tu joues 4 ans dans le junior et après ça, tu te rends dans la Ligue américaine. Il a manqué 2 années de ça parce qu'il a commencé plus tard. Il y avait de blessures aussi. Donc, lui, il y a un peu de rattrapage à faire aussi. C'est bon qu'il a fait 24 buts l'année passée. Je trouve qu'il est déjà nettement en avance sur ce qu'on aurait pu croire il y a 2-3 ans à peine. Exactement, mais le but de Canadien ne va pas rentrer dans le piège où ce que tu mets un joueur dans une chaise juste par cause que tu as besoin d'un joueur comme ça si le joueur n'est pas prêt. Parce que le Canadien, eux autres, ils voient une licorne en Florian Xhekaj et ils se disent... Si on le commence à Laval, si on le commence à Montréal, ça va juste devenir un joueur de 4e trio parce qu'il ne va pas avoir les opportunités, les reps offensifs pour être capable de développer cet aspect-là de son jeu. Tandis qu'à Laval, ils vont lui donner tout. Beck et Florian Xhekaj, je m'attends à ce qu'ils soient donnés de grosses minutes à Laval parce que le Canadien veut voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir avec eux. Non seulement dans leur équipe, mais comme tu as parlé de monnaie d'échange, plus dans le cas de Beck, là, pour voir qui, quoi faire, spécialement quand tu arrives à fin novembre, début décembre, puis il y a des clubs qui vont commencer à vendre. Et Marco, tu as entièrement raison par rapport à Florian Xhekaj, puis je vais aller plus loin. Tu sais. Je comprends les partisans d'être excités de regarder les Canadiens de Montréal et se dire on veut la meilleure formation possible de 23 joueurs. Mais il faut que tu le vois un peu sur le plan individuel lorsque tu parles de développement. Donc, c'est pas qu'est-ce que les Canadiens de Montréal peuvent assembler comme formation, c'est qu'est-ce que Florian Xhekaj peut devenir. Et tu sais, on parlait d'Owen Beck. Est-ce que son plafond, est-ce qu'il a sa courbe est-ce que son potentiel peut vraiment être très grand, se retrouver au sein d'un top 6? On a répondu à la question. On voit un gars de 3e, 4e trio. Pour Florian Xhekaj, moi, je le répète, moi, je pense que c'est pas un attaquant top 6. Mais de la façon qu'il se développe depuis qu'il a été repêché,
il a confondu tous les sceptiques. Moi, le premier, je l'avais comme d'un choix espoir de 6 ou 7e tour, a été pris au 4e tour, a surpris tout le monde. Puis c'est de voir dans le développement. Écoute, il était sur le 4e trio l'an dernier, il a marqué 24 buts. Donc, donne-lui la chance à Laval. Ça se peut que ça fonctionne pas, mais donne-lui la chance de monter sur un 3e, un 2e trio, se retrouver dans un rôle important, d'avoir davantage numérique, d'aller chercher des chances de marquer. Puis moi, je pense que c'est pas un attaquant top 6, mais supposons qu'il le devienne. Ben là, parce que tu t'es à Laval, l'exécution est moins grande, ça va moins rapidement, tu peux fabriquer un peu plus tes jeux. Là, tu prends ta confiance et lorsque tu t'amènes à Montréal, parfois on fait des comparaisons, dans le meilleur des cas, avec un Adam Lowry. Si tu as un Adam Lowry avec un Florian Jacquet parce que tu l'as développé comme il se doit, ben c'est vraiment un formidable coup de chapeau. Alors que si tu l'amènes immédiatement au sein d'un 4e trio, ben tu risques d'avoir un gars de 4e trio et sans plus. Tu sais. Puis si Florian Jacquet se développe en Adam Lowry. Écoute, parce que moi, je le vois, là, si tu le fais jouer sur un 4e trio maintenant, là, tu risques de développer un Nicolas Delaurier, qui est un très bon homme, gentilhomme, très bon bagarreur, un gars qui est toujours là pour ses coéquipiers, mais pas nécessairement la touche offensive que tu veux. Si tu le développes comme du monde offensivement, ça se peut que tu aies un Adam Lowry qui, selon moi, va te sauver de devoir dépenser un choix de premier tour pour aller chercher un centre physique quand ça va devenir le temps d'être vraiment des prétendants à la Coupe Stanley. Donc, c'est de là où je comprends la tentation des partisans d'avoir un joueur comme Florian dès maintenant. Mais, exemple, on se dit, le Canadien a besoin de se grossir pour qu'il fasse du chemin en série. Aussi mieux de laisser Florian Jacquet à Laval pour la saison et de le rappeler durant les séries. C'est le meilleur des deux mondes, non? Ouais, puis moi, je m'attends à ce qu'il joue des matchs dans la Ligue nationale cette année. Ah ouais, s'il y a des blessures, lui, Beck, c'est les premiers à se faire rappeler. Exact. Moi, parce que là, le Rocket commence sa saison en fin de semaine au Manitoba, 2 matchs là-bas. Je vais regarder ça de près, de connaître l'utilisation qu'on va en faire de certains joueurs. Ouais. Comment est-ce qu'on place les vétérans à travers? Samuel Blais, il n'est pas réclamé au balotage. Comment on l'utilise? Est-ce qu'il joue sur un 3e, 4e trio à Laval ou parce que c'est un vétéran, on va le placer sur un trio plus offensif? C'est la même chose pour les Dauphins, les Farrell, les Belles-Îles. Ils ont quand même une bonne équipe sur papier. Offensivement, Rocket, c'est un bon club, c'est sûr. Moi, j'aimerais vraiment voir Dauphin et Farrell avec Florian Jacquet. Moi, là, tu veux parler de jouer avec des joueurs de talent dans cette ligue-là, avec rapidité, qui vont être capables de compléter des jeux, qui vont te forcer à les utiliser pour développer non seulement ton apport offensif comme marqueur de but, mais fabricant de jeu. C'est ça que je veux voir, moi. C'est ça, ce genre d'utilité-là. Tu regardes le portrait, puis je propose la semaine prochaine, on va le prendre en note, là, mais la semaine prochaine, on fera une analyse du Rocket, les forces en présence, parce qu'au retour de Reinbacker et de William Trudeau, t'as la défensive aussi qui est vraiment colossale du côté du Rocket, auquel tu rajoutes les Tommy Bisson, Nate Clermont, Mark Del Gaizo. C'est vraiment... Puis Adam Engstrom, évidemment, là, sans l'oublier. C'est vraiment une excellente brigade défensive. Là, sur tes 3 paires, t'as vraiment d'excellents joueurs qui peuvent jouer des parties dans la Ligue nationale. Puis devant le filet, Kakkonen, s'il n'est pas réclamé avec Jacob Fowler. Ouais, je doute que Kakkonen va se faire réclamer. À cause de son contrat. Oui, ça c'est une autre chose. Le fait que c'est un one-way risque de... Mais il faut aussi prendre en considération, il y a d'autres gardiens qui prennent de l'attention en ce moment. D'ailleurs, Mikey DiPietro, qui lui a beaucoup de clubs. Le moment que tout ça va passer et que vous allez le voir, j'ai hâte de voir si DiPietro va être réclamé. Est-ce qu'on se prononce sur un joueur réclamé au balotage puis on voit le lendemain si on a l'air d'une gang de savants? Moi, c'est toujours le fun de même, là, c'est pour ça. OK, avec DiPietro... Moi, je pense que DiPietro, les Oilers le regardaient avant qu'ils ont fait la transaction de Ingram. Les Leafs se cherchent un gardien auxiliaire parce qu'ils savent pas ce qui va se passer avec Wall en ce moment. Puis LDB, moi, je suis pas sûr. Ils sont pas sûrs non plus. Ouais. Puis ils l'ont déjà mis au balotage, donc pas sûr. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un move de leur côté pour un gardien. Il y a certains autres joueurs que je me dis, mais peut-être, je pense pas que Samuel Blais va se faire réclamer, selon moi. Mais écoute, il a gagné la Coupe Calder avec Abbotsford l'année passée, fait qu'il y a peut-être un club qui veut ajouter ce genre de caractère-là. Moi, personnellement, je crois qu'il va se retrouver à Laval et être un gars qui va être capable de faire la navette à Montréal. Ouais. Ben, la clé, là, puis c'est drôle parce que dans ma ligue simulant en ce moment, tout le monde prend des joueurs au balotage de tous les côtés, mais il faut garder une chose en tête.
C'est bien beau de réclamer des joueurs. Tu dois le garder dans la LNH. Exact. Tu veux le renvoyer dans la Ligue américaine, tu vas le reperdre de toute façon. Regarde ce qui s'est passé avec Raphaël Lavoie l'an dernier. Je pense qu'il s'est promené de Vegas à Edmonton, je pense, 8 fois. Là. Donc, je pense que ça, c'est important à considérer. Moi, je pense qu'un gars qui pourrait être réclamé, c'est Henry Tron du côté, justement, des Maple Leafs. De ce qu'on peut lire, je pense qu'un gars comme Philip Myers a peut-être gagné son poste devant lui. Ça peut être normal. C'est un élément peut-être un peu plus physique qui a eu quand même certains succès au niveau physique l'an dernier avec les Leafs. Et Henry Tron, moi, j'ai toujours aimé. C'est pas un grand défenseur offensif, mais c'est un gars qui patine bien. Il a un gabarit intéressant. Il est très intelligent. C'est un gars qui est bon dans sa zone. Il a un bon bâton. Il a une excellente couverture défensive. Je serais pas surpris qu'une équipe de bas de classement, disons qu'il y a peut-être un peu plus de problèmes en défense, et réclamer un gars comme ça, le place justement dans une situation de 6 ou de 7e défenseur, puis qu'on lui donne une chance de ce côté-là. Tu sais, je regarde, par exemple, je dis pas que c'est une équipe qui va le réclamer, je pense pas en fait, mais le Wild du Minnesota en ce moment, on est allé chercher Damon Hunt la semaine dernière, qu'on a échangé pour David Jiricek et là qu'on ramène, tu sais, je prévois un gars comme Tron, je me dis il y a peut-être un peu plus quelque chose à faire qu'un gars comme Hunt. Donc, ça va être intéressant, mais je pense que ça pourrait être un bon candidat à être réclamé. Là. OK, moi, je vais y aller avec Matej Blumel, que les Bruins ont exposé au ballottage. A connu une excellente saison dans la Ligue américaine l'an passé. Très bon producteur de points. Moi, je pense que si les Browns l'ont signé, c'est parce qu'ils avaient espoir qu'il se taille une place au camp ou à tout le moins qu'il soit sur la bulle entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. C'est peut-être un joueur là, qui pourrait sortir au ballottage aujourd'hui. On verra si on aura l'air très brillant lorsque le balado va être mis disponible. Je propose, les gars, qu'on prenne une très courte pause. Tout de suite après, on s'attaque aux espoirs du Canadien qui ont impressionné lors du dernier week-end parce qu'on débutait l'action dans les rangs collégiaux américains. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit notre 4e épisode de la saison alors qu'on va s'attaquer désormais aux espoirs du Canadien qui se sont illustrés au cours des derniers jours, surtout dans les rangs collégiaux américains où on voit trôner au sommet des marqueurs de la NCAA un certain Michael Age avec 7 points en 2 matchs pour commencer la saison. C'est certain que c'est impressionnant. Jusqu'à quel point il faut grimper dans les rideaux maintenant, Marty? Vraiment pas. Vraiment pas, en fait. Je te dis la... Je peux. Essaye. Je peux-tu? Es-tu capable? Prise à rien, là. J'ai grimpé. La technologie de 2025, on s'assure justement de ne pas pouvoir accrocher ça de toutes les façons. Ouais, c'est ça. Mais par rapport à Michael H, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est sûr que c'est mieux qu'il a eu 7 points en 2 matchs qu'il a été blanchi de la feuille de pointage. C'est bien évident. Mais je vais y aller sur 2 points. Je dirais, premièrement, oui, il était capable de créer, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on remarquait beaucoup avec Michael H l'an dernier. Il a produit beaucoup en avantage numérique, avec un surplus d'un homme, avec de l'espace pour travailler. Lorsqu'il a de l'espace, Michael Age, il est hallucinant. Il est capable de changer de direction très rapidement, de faire beaucoup de jeux, des excellentes passes. Il a un tir sur réception phénoménal. Il est excellent là-dessus. Son 2e match, là, il a obtenu 2 points, 2 aides dans une victoire de 7-0. C'est un peu ça. Il travaillait ses occasions. A eu une belle chimie avec William Morkoff, l'espoir des Penguins de Pittsburgh. Mais à 5 contre 5, et là, Mercyhurst, on s'entend, c'est pas une grande université, mais c'est une université avec des joueurs peut-être un peu plus expérimentés, des joueurs d'environ 20 à 24 ou 25 ans. J'ai encore trouvé que sur le plan physique, lorsqu'il était dans les bagarres 1 contre 1, c'était un peu facile de jouer contre lui. Et donc, tu sais, c'est un aspect qu'il va devoir améliorer. Puis le 2e point, je reviens sur Mercyhurst, c'est pas une grande compétition. Tu sais, nommez-moi un joueur qui joue pour Mercyhurst. Moi, j'en connais 2, puis c'est parce que c'était des joueurs de la LHJMQ l'an dernier. Là. Qui les joueurs de la LHJMQ qui jouent là? 2 gars qui se sont ajoutés justement cet été. Francesco Iasenza, qui a joué avec les Tigres de Victoriaville, c'est le défenseur numéro 1 de l'équipe. Et Charles-Édouard Gravel, qui a joué notamment à Boisbriand, à Bécomo et à Saint-Jean. Là, lui est le gardien de but. Là. Gardien de but. Intéressant. Il y en aura de plus en plus de ces joueurs de 20-21 ans qui vont aller jouer du côté collégial américain. Puis savez-vous quoi? Bien content pour les kids. Ils vont vivre une expérience différente. Tant mieux, il n'y a aucun problème là. Quelle est ta lecture que tu en fais de Michael Age? Moi, je pense qu'il y a encore pas mal besoin de développement.
Hâte de voir aussi si l'équipe Canada Junior va y faire de la place dans sa formation. Ah, écoute, moi j'ai parlé à Michael Age la semaine passée, juste avant que ça commence toute la fin de semaine de folie. Et une bonne discussion par rapport à la préparation pour cette saison, puis c'était quoi ses buts. Moi, ce que j'ai regardé, c'était, oui, l'aspect physique, mais Michael Age est un gars qui, selon moi, doit continuer à se développer physiquement, puis c'est une des choses qu'il va faire cette saison. C'est d'ailleurs un des gros avantages du calendrier de la NCAA, ça joue pas beaucoup, fait que tu as beaucoup plus de temps d'aller dans le gym. Si on se souvient à quoi avait l'air Cole Caulfield à 18 ans versus qu'est-ce qu'il avait l'air à 20, ses jambes ont genre augmenté de comme 3 pouces en termes de circonférence. Fait que c'est assez intense. Donc, on regarde Michael Age. Oui, il y a cet aspect-là. Moi, ce que je surveillais, c'était comment qu'il jouait en tant que centre. Parce que c'est vraiment la question de tout le monde. Est-ce que Michael Age va être le deuxième centre du Canadien de Montréal dans le futur? Puis ça, c'est une des choses que lui a travaillé beaucoup durant l'été. Les mises au jeu, le jeu défensif, l'utilisation de ses alliés comme cible, créer des jeux. Ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, dans des espaces restreints où tu as un club qui est plus mature, qui joue un système plus strict, c'est difficile de manœuvrer un peu, même s'ils ont gagné 11-1 et 7-0. C'est difficile nécessairement de créer tout le temps, mais ce que j'ai aimé, c'est que la façon qu'il a joué de façon défensive, les mises au jeu, il a été très bon. J'ai trouvé que son tir était là, encore une fois. Quelle arme de tir. Et ses passes en transition, j'adore. Donc, pour moi, c'est simplement le côté physique. Quand tu joues des défenseurs plus vieux, c'est normal que côté physique. Ça, c'est une des choses que tu peux vraiment pas contrôler dans le hockey, là, c'est le physique. Tu peux te grossir, mais quand tu arrives à un joueur qui a 5 ans plus que toi, c'est un peu normal que physiquement, quand c'est pas ton côté fort, que ça se démontre un peu plus. Fait que j'ai un peu moins de peur là-dessus. Ce que je dirais, par contre, c'est que il y a une qualité dans son jeu que je crois qui va le rendre indispensable pour l'équipe Canada Junior. Puis je crois vraiment qu'il va faire cette équipe-là. Puis j'ai déjà sur une bonne voie de le faire. Sa capacité de patiner à un haut niveau en possession de la rondelle. Ça, là, c'est une des choses dans la Ligue nationale que si tu as cet atout-là, tu vas rester dans la Ligue nationale longtemps. Parce que tes chiffres de transition vont être vraiment hauts. Tu vas toujours être capable de faire des entrées de zone qui vaut de l'or vraiment quand il vient le temps de s'imposer de façon offensive contre ton adversaire. Et 2, il y a une très bonne relance du jeu. Donc, comme centre, il joue un peu plus bas cette année. Il aide ses défenseurs comme le premier homme pour recevoir la passe, mais il est capable de faire la sortie de zone lui-même en possession de la rondelle. Pas besoin de domper la puck, pas besoin de la faire passer par la bande, il est capable de le faire tout seul. Des atouts comme ça, c'est des atouts de centre de la Ligue nationale pour moi. Donc, c'est ce que je regarde. Je ne suis pas un recruteur, je n'ai pas un podcast là-dessus, mais c'est ce que je vois en termes de développement dans son cas, plus complet, plus intense, plus vite. T'as pas de podcast de sport, mais je trouve que tes propos ont quand même bien du sens. Puis, non seulement il est capable de patiner en transition à haute vitesse, mais il est capable de varier sa vitesse. On parle souvent de faire des feintes avec les mains, mais faire des feintes en changeant sa vitesse, en accélérant rapidement, puis en ralentissant d'un coup, puis en réaccélérant, Michael Age est très fort à ce niveau-là. Il peut accélérer d'un coup, traverser la ligne bleue adverse, puis là, soudainement, ralentit, commence à bouger un peu ses épaules, puis en tant que défenseur, tu dois te garder de gêne, tu dois être un peu plus sur le qui-vive, t'assurer de ne pas te faire contourner, tout ça. Et là, c'est là que Age, qu'on l'a mentionné, il a un tir extraordinaire, une vision de jeu excellente également. Ça ouvre une foule de possibilités, et c'est là, je dirais, que Michael Age, en plus de sa vitesse de pointe, il est incroyable à ce niveau-là. Puis l'autre affaire, puis ça, c'est vraiment ce que j'ai su d'équipe Canada Junior, c'est le jeu défensif de Michael Age, c'est vraiment l'atout qui a amélioré le plus. Puis ça, on avait discuté, moi et lui, là-dessus en avril, durant une entrevue, puis il a dit, j'aimerais vraiment apporter plus côté défensivement parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir être un centre dans la Ligue nationale. Ben, équipe Canada Junior, quand ils l'ont fait jouer dans le World Junior Summer Showcase, ils se sont vite aperçus de cet aspect-là. Puis c'était un des joueurs les plus complets sur la glace durant le tournoi. Puis équipe Canada Junior, maintenant, a plus le même stigma qu'il y avait par les années courantes, où ce que les joueurs de la NCAA ne pouvaient pas y aller. La grande majorité des joueurs qui vont être là sont en train de jouer dans la NCAA.
Gavin McKenna, Porter Martone, la liste va être longue. Là. Donc, il n'y a plus ce problème-là. Donc, Michael Age se sent confiant d'être capable de faire ce club-là. Et je dirais qu'Équipe Canada Junior sont prêtes à lui faire une place si ça continue comme ça continue depuis cet été. Tout le monde à Équipe Canada est très content du progrès qu'a fait Michael Age et le dévouement qu'il a fait au programme aussi en se présentant pour le World Junior Summer Showcase et en prenant la mauvaise nouvelle l'année passée de ne pas se faire inviter au camp d'une façon professionnelle et ne pas avoir boudé cette décision-là. Donc, côté caractère, côté atout défensif, il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. Cette versatilité-là, la capacité de pouvoir se faire jouer en désavantage, en avantage, à 5 contre 5, ça va être tous des atouts pour lui qui vont l'aider à se tailler une place, que ce soit sur un 3e trio, 2e trio, 1er trio, ça va tout bouger durant le tournoi anyway. Ça viendrait pimenter, c'est sûr, notre intérêt au championnat mondial junior si jamais Age en faisait partie. Je sais, Marty, que tu surveillais de près LJ Mooney en fin de semaine. La semaine passée, vous présentez en exclusivité pour nos membres Patreon l'entrevue de Mooney avec Marco. On va y aller d'un petit commentaire à son sujet et tout de suite après vous faire entendre un petit extrait justement de l'entrevue avec LJ Mooney. Mais qu'est-ce que tu as remarqué de lui en fin de semaine pour ses débuts dans le collégial américain? Impressionnant. Vraiment, vraiment incroyable. Là. Pour un joueur de 5 pieds 7 pouces qui commence sa carrière dans la NCAA, ça peut être du gros stock, là. Ça peut être impressionnant, la pression. Puis, contrairement à Michael Age qui affrontait Mercier, on jouait Michigan Tech. Michigan Tech a ajouté beaucoup de joueurs de la NCAA. Le niveau de jeu a augmenté. Il y avait énormément de rythme, contrairement au match de Age contre Mercier. Et Mooney a été hallucinant à tous les niveaux. Je vais te donner un exemple. Là. Le match commence. Ça fait 5 secondes qu'il joue dans la NCAA. Se présente en échec avant. S'en va frapper un joueur de 6 pieds 1 pouce. Bang, mise en échec. Il a été intense comme ça tout le match. La vitesse, déjà à 2 matchs d'expérience, il est déjà à l'aise. Le niveau de ses pieds, il bouge très rapidement. Moi, c'était quelque chose qui me faisait douter par moment l'an dernier, mais il y a eu sa blessure, donc tu sais, je peux comprendre. Mais là, c'est même plus un doute. Il est très rapide, il est capable de bouger, de changer de direction très rapidement également. Le tir est toujours là. Puis c'est ce qui m'a frappé également, c'est l'intelligence. Des petits détails très subtils qui vont faire en sorte, par exemple, de couper au centre, d'attirer peut-être 1 ou 2 joueurs et de libérer un autre coéquipier. Dans le premier match, il y a une séquence où il n'a pas obtenu de points, là. Mais par son support à son ailier, en allant s'offrir une ligne, il a ouvert une ligne de passe pour le porteur de la rondelle, pour Brody Zimmer, l'espoir des Sabres de Buffalo, qui a marqué un but là-dessus. Et si Mooney ne fait pas ça, probablement que tous les défenseurs, il y avait 3 joueurs dans la séquence, se placent de différentes façons et tout le monde est couvert. Mais parce que Mooney a influencé le jeu, ça a complètement ouvert. Et là, de faire ces jeux-là à haut niveau dans la NCAA avec des gars plus gros que lui, plus forts que lui, qui ont plus d'expérience, qui se positionnent mieux. Et il est déjà sur le premier trio des Gophers. Je comprends qu'il y a des gars comme Jimmy Snuggerud et Oliver Moore qui sont maintenant dans les rangs professionnels. Mais c'est impressionnant, pas à peu près. Là. Absolument. Puis regarde, le but qu'il a marqué, il était où? Il était dans zone payante, directement dans le blue paint, comme on dit. Son bâton était fermement à terre. Il a fait dévier une passe, un tir-passe. Puis, écoute, il y avait un joueur de 6 pieds 3 pouces sur les épaules aussi. Donc, moi, c'est ça qui m'a impressionné le plus. La mise en échec, honnêtement, on était au match du Canadien, puis on a regardé ça un peu en même temps, puis j'en riais parce que j'en parlais avec des collègues. J'ai dit, tu sais, une des choses que j'ai pu discuter dans l'entrevue avec LJ Mooney était vraiment l'aspect physique. Puis, lui, il me disait, écoute, je veux m'impliquer physiquement. Je m'en fous que je suis 5 pieds 7. Je veux jouer comme je suis 6 pieds 2. Puis on l'a vu vraiment. Là, il n'est pas intimidé par aucune scène. Puis c'est de valeur. Il utilise le même style qu'un autre certain Gopher qui a joué il n'y a pas longtemps, qui est aussi un cousin lié dans sa famille qui s'appelle Logan Cooley, qui lui aussi était vu comme un petit joueur, même si lui, quand il était repêché, il était 5 pieds 10, pas 5 pieds 7. Mais c'est un joueur que si tu le regardes jouer aujourd'hui, beaucoup de chiens. Très physique pour un petit gars. Et c'est pour ça que Logan Cooley va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans sa carrière parce qu'il est capable de prendre son habileté élite et ajouter le genre de feu que tu veux voir dans un joueur qui va leur permettre de se différencier non seulement dans une saison régulière, mais spécifiquement dans les séries. Puis c'est là que j'ai vraiment hâte de voir LJ Mooney. Ça va être dans des situations d'élimination parce que pour le programme américain, il l'appelait Captain Clutch.
même si c'était pas le capitaine. Ouais. Parce que c'était un joueur qui était toujours là au moment où c'était nécessaire pour avoir des gros jeux. Puis je pense qu'on l'a vu dans les 2 matchs en fin de semaine pour le Minnesota. Luke Middlestad, qui est aussi un espoir du Canadien de Montréal, a très bien fait aussi, mais tout le monde qui parlait de l'Université du Minnesota parlait de LJ Mooney parce que c'était la façon... je me rappelle le premier avantage numérique qu'ils ont eu. Les commentaires que je suivais, tout le monde capotait en même temps. Puis moi, j'étais en train de regarder en même temps. Fait que j'ai 2 écrans. Et c'était hallucinant à quel point il contrôlait l'avantage numérique. On dirait un attaquant, une version attaquant de Lane Hudson. Tellement qu'il contrôlait le pace, que tu le voyais bouger sur la glace, que tout le monde lui laissait l'espace parce que personne ne savait nécessairement qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il était capable de trouver tout le temps un coéquipier et tu te demandais comment est-ce que cette passe-là a eu lieu. C'est ce genre de magie-là qu'on voit rarement dans des jeunes. Je dis pas que ça va être une étoile dans la Ligue nationale, mais ça va être toute une étoile dans la NCAA, je pense. On va le suivre de près, ça, c'est sûr. Tiens, allons-y tout de suite d'un court extrait de l'entrevue de Marco avec le principal intéressé, LJ Mooney. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Still getting texts from fans and everything, so it's pretty cool. Like, I didn't really know what I was getting into, like coming in with the fans and everything, but yeah, they've been unbelievable. You can't be mad about it. Like, there's people supporting you and everything, so yeah, that support really goes a long way. It really just shows how much they care about the team, and I mean, they're unbelievable. So yeah, it's really cool to have all the support and everything. It really motivates me and gives me good confidence also. Merci Marco, et on t'en aura d'autres de ces entrevues à nous présenter au cours de la saison avec certains espoirs du Canadien, également des espoirs du monde du hockey en route tranquillement vers le repêchage 2026. Un qu'on a vu brièvement au camp de perfectionnement de début d'été, venu faire un tour en ville avec son père, mais qu'on n'a pas vu au camp des recrues cette année parce que la saison était commencée en Finlande. C'est Atos Koivu. Quelle est ton évaluation jusqu'à maintenant de son début d'année, Marty? Vraiment impressionnant. C'est sûr qu'au niveau des statistiques, on ne le voit pas nécessairement. Là. Il y a 3 points 10 matchs. Là. Mais là, tu vois, c'est intéressant. Son dernier match a marqué, mais c'est de la façon qu'il a marqué. Vous avez probablement vu les séquences sur les médias sociaux et tout ça. Première présence en plus. Là. Ça fait 40 secondes qu'il est sur la patinoire. Il s'en va frapper un joueur. Tu sais, ce qu'on lui reprochait souvent à Atos Koivu l'an dernier, c'était le côté physique. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes. À 1 contre 1, il perdait énormément de bagarres. Ça faisait en sorte que c'est un joueur parmi tant d'autres dans la Liga finlandaise. Mais là, il a amélioré cet aspect-là. Et je dirais surtout sa vitesse. Il a toujours été rapide, là, mais il a pris vraiment une autre coche. Et ça fait en sorte que la séquence dont je parle arrive en échec avant. Écoute, c'est un gros bonhomme. On parle d'un homme. Là. On parle de quelqu'un qui a peut-être 24 ou 25 ans, le défenseur. Le propulse par terre, mise en échec percutante, récupère la rondelle, puis se met à travers un espace très restreint. Il y a 2 joueurs autour de lui. Manœuvre, il est capable de décocher un excellent tir et marque. Moi, à Atos Koivu, ce que je remarque à quelque part, c'est que là, le côté. Je te dis pas qu'il est parfait, il y a encore des choses à améliorer. Il n'est pas encore capable de sortir de des coins constamment avec la rondelle, mais il y a une progression. Il est capable de tenir pas mal plus son bout et il se retrouve pas constamment sur la patinoire au sol parce qu'il n'y a pas de force physique. Il est bien meilleur là-dedans. Et je dirais aussi à Atos Koivu, je vais faire un parallèle avec Florian Jacquard quelque part. Ces gars-là montrent tellement d'acharnement, sont tellement capables de s'améliorer rapidement que c'est vraiment impressionnant. T'sais, de là à dire, j'ai entendu des gens dire que écoute, il a été repêché au 3e tour simplement parce que c'est le fils de Sakou. C'est pas Sakou Koivu. Ça, c'est clair. C'est pas un attaquant top 6 en devenir. Mais faites attention avant de douter d'Atos Koivu. Des gars qui travaillent comme des forcenés comme ça, ils trouvent des façons de s'améliorer et on sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Là. Je dis pas qu'il va faire la LNH à tout coup, là, mais je ferais très attention avant de dire des propos comme ça. Écoute, pour moi, quand je l'ai vu, moi j'ai aimé ce que j'ai vu, je le trouvais impliqué, physique, rapide. Puis, tu sais, il faut prendre en considération l'année passée, tu parles de son physique, quand même une mononucléose. C'est la raison pourquoi il n'était pas au championnat du monde junior pour la Finlande. Puis ça l'a vraiment scrappé sa saison. Il a perdu beaucoup de poids à cause de ça. Ça fait mal. D'ailleurs, avec Aiden Papanikis, il y a une peur là-dedans aussi, vu que lui a eu la mononucléose au début du mois de septembre. Donc,
ça fait vraiment mal à un jeune parce que tu perds du poids, tu perds du momentum. Puis déjà qu'il n'y avait pas nécessairement une chaise garantie dans son club, c'est ça que ça fait mal côté développement. Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment où ce que j'ai commencé à avoir un tournoi d'événements, au camp de développement du Canadien de Montréal en juillet, on le voyait vraiment sur la glace. Il y avait une belle complicité, ou une belle chimie, excuse-moi, avec Michael Age. On le voyait aussi avec LJ Mooney. D'ailleurs, LJ Mooney a parlé de Atos Koivu comme étant un joueur qu'il a vraiment apprécié en termes de talent. Et après ça, on le voit 2 semaines plus tard au World Junior Summer Showcase. Puis c'était le meilleur buteur du petit tournoi. Puis il marquait 2 buts quasiment à chaque match. Puis de façon vraiment forcée. Là. C'est un joueur qui dominait en termes de sa capacité de se libérer de la défensive de l'adverse et décocher des tirs puissants. Donc, pour moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire, OK, peut-être on s'attend vraiment à une saison avec un peu plus de oomph de sa part. On voit durant la pré-saison de Liga, on voit dans les pratiques, on voit les commentaires du coach. Là, soudainement, on le voit dans des matchs. Puis c'est un joueur qui commence vraiment à s'impliquer, qui commence à imposer son rythme du jeu. Et c'est là le type de joueur que le Canadien a repêché. Encore une fois, que je dis comme Marty, ça se peut très bien qu'il ne fasse pas la Ligue nationale. Absolument, ça se peut très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs que j'aurais pu préférer au rang? Moi, personnellement, oui. Mais encore une fois, tu ne peux jamais avoir trop de centre dans ton organigramme, spécialement quand tu es le Canadien de Montréal en ce moment. Donc, j'aime ce que je vois. J'ai hâte de voir la suite, par contre, parce qu'un bon match, ça l'arrive dans la Ligue finlandaise. Mais si tu es capable d'enchaîner 3, 4, 5 matchs, puis tu as vraiment ce momentum en arrivant proche du camp du junior pour la Finlande, ça pourrait être intéressant pour lui aussi. Moi, personnellement, à tout ce que vous, je suis retourné voir ma liste du repêchage 2023. Là. Je l'avais... 2024 plutôt. Je l'avais 77e. Est-ce que ça aurait été mon choix au 3e tour pour les Canadiens? Non. Je me souviens que j'avais pris quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même un espoir de 3e tour dans ma liste. Donc, est-ce que c'était un choix trop tôt, malgré le nom et tout ça? Moi, je pense pas. OK. Alors, on va le suivre lui aussi au fil de sa saison. Il y aura toujours l'étiquette du nom, évidemment, qui va intéresser davantage les gens. Et c'est tout à fait normal avec ce que ça a apporté dans l'univers du Canadien. Tu es de retour dans le podcast cette semaine, mon ami Marty. Et c'est le retour de la rubrique L'espoir de la semaine, présenté par notre ami Marty. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Non, exactement. Il joue à Boisbriand et son nom, c'est Xavier Villeneuve, qui fait beaucoup parler de lui, tout comme l'Armada, mais il est au cœur des succès de la meilleure équipe de la LHJMQ jusqu'à maintenant cette année. Ouais, puis une grosse fin de semaine. Écoute, vendredi, contre les Islanders de Charlottetown, on a obtenu 4 points. Vous avez probablement vu les séquences via les médias sociaux. 2 jeux notamment spectaculaires. Son but, une tasse de café sur un défenseur, déjoue le gardien de but par la suite, ouvre complètement je sais même pas une ligne de tir, c'est carrément une ligne pour passer. Puis par la suite, le but de Matteo Nobert, encore une fois, une tasse de café, pendant qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui regardent, qui s'attendent au tir, passe à Nobert qui est complètement seul. Moi, ce que j'avais hâte de voir avec Xavier Villeneuve, c'est pourquoi je voulais en parler dans l'espoir de la semaine, c'est que on sait le talent offensif qu'il a, on sait qu'il transporte la rondelle avec aisance. On dit souvent que c'est le Lane Hudson du Québec parce qu'il est très mobile. On le voit à la ligne bleue, puis tu vois qu'il commence à travailler un peu les 3 ou 4 enjambées très rapides, comme Hudson peut le faire en bougeant les épaules, puis en influençant les schémas. Ça, il y a toujours eu ça. Mais moi, personnellement, j'avais hâte de voir. Premièrement, c'est un petit défenseur. Ça va toujours être un défi. Je vous rappelle quand le dernier repêchage, combien il y a eu de défenseurs de moins de 6 pieds repêchés? Il y en a eu 0. Et il est 5 pieds 11 pouces. Par contre, il a pris de la force physique. Il est plus imposant que l'an dernier, ce qui est déjà une bonne chose. Tu peux déjà dire, je vais le grimper un peu parce que c'est un peu plus un avantage. Mais surtout, et c'est très important pour les défenseurs, regarde un Lane Hudson qui a glissé au repêchage un peu pour cette raison-là. Hudson avait des problèmes au niveau de son accélération, mais Villeneuve a vraiment amélioré son coup de patin. Ses 2 ou 3 premières enjambées, lorsqu'il vient temps de partir, de se créer de la séparation avec les joueurs adverses qui s'amènent en échec avant, il est vraiment impressionnant. Ça fait en sorte qu'il a une coche de plus et ça le rend meilleur un peu partout. Tu sais, justement, d'aller mettre de la pression à la ligne bleue adverse, de mettre de la pression, de récupérer les rondelles. Il est plus efficace peut-être avec son bâton. Cela dit,
Je pense que c'est Paul Hudson pour une raison, c'est que défensivement, je trouve qu'il a encore beaucoup de choses à travailler. Je trouve que ça arrive parfois, là, il est dans une bagarre 1 contre 1. Premièrement, il perd quand même beaucoup de lutte sur le plan physique, ce qui est un peu normal. Mais même parfois, lorsque tu as un attaquant qui fait semblant de vouloir aller derrière le filet, il va bifurquer de direction rapidement, c'est facile de le sommer, c'est facile de se libérer de la pression de Xavier Villeneuve. Donc, son jeu défensif peut être travaillé. On est au mois d'octobre, je veux dire, il y a encore beaucoup de temps passé, mais au moins sur le plan du coup de patin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ben, c'est un espoir de haut niveau pour le repêchage 2026. Là, et je pense que cette amélioration-là fait simplement le prouver davantage. Là. Si tu avais à le placer dans une liste quelconque, je sais que tu n'en es pas encore rendu là, c'est trop dans une année, mais de ce que tu as vu, des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, Villeneuve est à peu près où actuellement pour toi? Moi, présentement, j'ai quand même une liste que je modifie tous les jours, honnêtement. Là. Ouais. Puis, présentement, j'ai les alentours du 15 ou du 16e rang. Puis, je le répète, moi, c'est vraiment le jeu défensif que j'ai hâte de voir s'il peut travailler ça. Donc, moi, je me garde quand même une gêne. Je me dis, s'il n'est pas en mesure d'améliorer ça, ça devient quand même un peu plus risqué. On le voit, la nouvelle Ligue nationale, tout le monde est gros, tout le monde patine, tout le monde est imposant physiquement. C'est une chose de le faire dans la LHJMQ, mais au niveau supérieur, tu veux quand même t'améliorer et tout ça. Donc, je me garde quand même une gêne. Je le place 15e. Selon moi, c'est le meilleur espoir de la LHJMQ. Je l'ai tout juste devant Yegor Shilov des Tigres de Victoriaville. Lui, surveillez-le, il est impressionnant. De grosse fin de semaine également. Là. Mais je l'ai 15e. Je vais attendre de voir s'il peut améliorer son jeu défensif. Moi, les petits joueurs, personnellement, si le gars est talentueux, ça m'a jamais fait peur. C'est possible que je le grimpe aussi. Là. OK. Intéressant. Merci, Marty. Merci, Marco, pour le podcast numéro 4 de notre saison. C'est le podcast qui va donner le ton à notre année de hockey de la Ligue nationale. Ça commence cette semaine dans le circuit Bettman. Le Canadien, bien sûr, face aux Maple Leafs. La tradition du début de saison, c'est mercredi que ça se passe. Puis, on aura, bien sûr, là, un survol d'un peu tout ça la semaine prochaine pour la première semaine d'action dans la Ligue nationale. On vous remercie de votre présence en aussi grand nombre. On vous invite à vous joindre à nous via Patreon également. Vous avez à chaque semaine des exclusivités qu'on vous partage sur notre Patreon. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'édition numéro 5 de Processus. Salut tout le monde. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.